Je suis Fatou Sow, je suis professeur de sociologie. J'étais engagé dans une large partie de ma carrière dans le débat féministe comme outil important de production des sciences sociales. J'ai enseigné à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l'Université Paris Diderot. Je suis membre du CODESRIA et fais partie du comité scientifique qui a institutionnalisé les instituts sur le genre. Monsieur le secrétaire exécutif du CODESRIA, membre du comité exécutif et du comité scientifique du CODESRIA, chers collègues, chers amis, chers professeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous adresse mes très sincères salutations depuis les bureaux du CODESRIA à Dakar. J'aurais aimé être parmi vous, à Kampala, pour retrouver l'ambiance chaleureuse et les échanges brillants et généreux que nous entretenons lors de nos rencontres. Des raisons personnelles me retiennent à Dakar et je le regrette bien. J'ouvre une petite parenthèse à propos de Kampala, dont je garde un souvenir très particulier. L'Ouganda est le premier pays africain que j'ai jamais visité en dehors du Sénégal. J'étais une toute jeune étudiante et j'assistais pour la première fois à une conférence de la Fédération internationale des femmes diplômées des universités, FIFDU, en anglais Graduate Women International, qui se tenait encore à ce qui était encore Makerere College. C'était en 1963. J'avais été invitée par la présidente sortante de la fédération française, Jeanne Chaton, était une brillante professeure d'histoire, diplômée d'une grande école, l'école normale supérieure, qui, à son époque, n'accueillait que très peu de filles. Ancienne présidente de la fédération et membre de la diplomatie française à l'UNESCO, Jeanne Chaton avait participé à la rédaction du texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Elle avait aussi présidé le comité de rédaction de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en 1967. Si je parle d'elle, qui avait déjà une soixantaine d'années lors de la réunion de Kampala, c'est parce que je l'avais rencontrée en personne, dans le cadre d'un programme de la FIFDU, un programme de promotion des femmes africaines dans l'enseignement, notamment supérieur. Ma première réunion internationale était donc une réunion de femmes pour l'avancement du statut des femmes. Le féminisme, disait Jeanne Chaton, n'est pas un épiphénomène variable selon les époques. Dans les efforts conjugués de toutes, il se développe et maintient sa foi dans les progrès de l'éducation et de la pratique de la tolérance. Cette parenthèse fermée, je remercie cette assemblée de me permettre de participer au débat en me donnant une parole privilégiée pour célébrer ce que je considère, sans fausse modestie, comme un succès. Je suis heureuse d'avoir participé à la mise en place des instituts sur le genre, notamment le premier en 1994. J'en ai organisé 2 autres dont les actes ont été publiés. Genre et fondamentalisme en est le dernier. Les actes sont parus en 2018. J'ai également collaboré à la production et à la publication de Engendering African Social Sciences, traduit en français sous le titre Sexe, genre et société, engendrer des sciences sociales africaines. Quelques-unes des auteurs sont présents dans cette salle. Aussi, ce succès est avant tout le nôtre. Il est le fruit d'actions multiformes de plusieurs générations de chercheuses, il y a quelques hommes, qui ont initié et entretenu la réflexion, qui ont combattu et persévéré pour mettre la question des femmes dans l'agenda scientifique et politique du CODESRIA. Elle n'y figurait pas. Accordons au CODESRIA le fait que c'est une question nouvelle. Ce succès, nous en connaissons l'histoire, car nous y avons œuvré avec nos contributions, nos idées communes, nos différences, voire contradictions.
Ces histoires seront, je le vois, relatées et discutées durant ces sessions pour en tirer des leçons et renforcer nos ambitions de promouvoir la recherche féministe au CODESRIA et dans les recherches en sciences sociales en Afrique. Et au-delà, agir pour transformer nos sociétés sur une série de défis et, comme le précise la note conceptuelle de cette réunion, je cite, dans tous les domaines de la vie. Est-ce que j'ai lu recherche féministe dans la note du CODESRIA? Si je fais cette remarque, c'est que le titre de notre réflexion et le contenu de sa note conceptuelle m'ont frappé. Je cite, « Expérience du CODESRIA en matière de recherche sur le genre vers une percée épistémique féministe, point d'interrogation. » Vous avez lu cette note conceptuelle qui décrit bien toutes les difficultés rencontrées pour engendrer l'institution et ses programmes. Si la dimension féministe, je lis et dis bien féministe, est même requise comme conditionnalité pour faire du genre au CODESRIA et dans la recherche, alors ces dernières générations ont ouvert une brèche de taille dans la production des savoirs au CODESRIA et je les en félicite. Je me souviens des hésitations, pour ne pas dire réticences, du secrétariat exécutif en introduction aux actes du colloque du Caire de 2002 que notre regretté Ndeye Sokhna Gueye et moi-même avons édité. Les directeurs de la collection écrivaient, je cite, « Cependant, la recherche doit être menée de manière rigoureuse si l'on ne veut pas voir les études sur le genre et le milieu universitaire féministe revêtir cet éternel manteau invisible qui explique cette non-intégration du genre par les principales perspectives fortement masculinisées, ou encore l'inadaptation des approches occidentales se réclamant de l'universalisme qui ignorent le contexte africain ou sont très peu adaptés aux préoccupations des Africains. » Cette citation, je ne la commenterai pas, le reste, il suffit. Alors, théoriser les femmes et le féminisme depuis l'Afrique, en tant qu'espace géographique, en tant qu'espace politique pour y inclure la diaspora, est devenu un impératif de production des savoirs pour nous et nos communautés scientifiques. Nous avons fait du chemin dans ces travaux sur les femmes, le genre et le féminisme. Je ne retracerai pas ici toutes les batailles d'idées, les positions théoriques et politiques autour du féminisme et des questions femmes, sexe et genre. Le temps ne me permet pas d'évoquer les réticences et les résistances soulevées. L'émergence et le développement des études féminines et féministes dans la recherche africaine en montrent les succès et la complexité. Plusieurs travaux académiques en ont fait le point. Je pense notamment aux premières recensions de ces études par Amina Mama en 1996 pour le CODESRIA ou Desiree Lewis en 2002 pour l'African Gender Institute. Toutes deux confirment, dès les années 2000, la production croissante et la qualité de travaux, aussi bien dans les universités que dans les réseaux et organisations de femmes qui ont permis, je cite Amina Mama, d'institutionnaliser leur présence et ainsi d'articuler l'agenda du féminisme africain en facilitant la recherche et l'activisme des chercheuses africaines. Fin de citation. C'est vrai que nous n'avons cessé de théoriser le féminisme, en le réfutant d'abord, en le décolonisant, en le repensant, en le déconstruisant et en traçant des voies nouvelles. De la FARD, Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, à WIN, Women in Nigeria, de Feminist Africa au Forum féministe africain, pour ne citer que mes petites expériences, que de chemin avons-nous parcouru. Faire du féminisme un cadre théorique d'analyse et un outil politique de lutte a été une position plus difficile à prendre qu'à s'engager dans les études des femmes. Nous avons régulièrement clamé que les Africaines n'avaient pas eu besoin du féminisme
pour faire avancer leur statut, que la société précoloniale avait reconnu leurs rôles et pouvoirs dont le pouvoir colonial avait sapé les fondements. Décoloniser la production des savoirs a compté parmi les priorités cruciales de la recherche africaine. Les femmes n'y ont pas échappé, tout étant confrontées à un double défi: légitimer la question des études des femmes comme champ scientifique, d'une part, et lutter contre l'appropriation par le féminisme occidental, d'autre part. Nous avons commencé à les déconstruire en dénonçant le colonial, le néocolonial, le postcolonial et aujourd'hui le décolonial. Je me sens tout aussi empêtré dans l'impensée coloniale que les occidentales, en tout cas en France, théorisent comme pour prendre enfin conscience du poids de la colonisation sur les colonisés. Et ceci 60 ans après les indépendances. Pour cette présentation, je tirerai des éléments de diverses synthèses de perspectives féministes que j'ai utilisées ou que j'ai tirées de mes rencontres récentes avec de jeunes féministes au Sénégal, comme dans le reste de l'Afrique, surtout occidentale et centrale. Mes activités académiques et mes collaborations militantes avec des réseaux tels que Dawn, WLUML, le Forum féministe africain et d'autres groupes de nos sociétés civiles ont largement ouvert mes champs d'expérience et de débat. Alors, quels sont les enjeux, les préoccupations majeures qui nous poussent à développer une critique féministe de nos pays, de nos États, de leurs politiques et économies et de leurs impacts sur les populations, notamment les femmes? Ancrer une fois pour toutes le questionnement autour des femmes, sexe et genre, leur légitimité en termes de réflexion et de revendication en est un. Reconnaître le féminisme comme théorie et pratique d'action en est un autre. Dans les années 1970, le qualificatif de féministe était récusé par les Africaines car il nous fallait décoloniser les idéologies et les savoirs, les règles et les normes, sabrer les relents de la domination politique, économique et culturelle coloniale. Nous avons produit une réflexion sur le féminisme que nous avons d'abord, je l'ai dit, contesté, puis créé un ordre de pensée inscrit dans des contextes historiques africains porteurs de questions africaines. Il a fallu situer nos priorités dans nos contextes historiques et espaces de vie, et ensuite les placer dans l'agenda international comme agenda africain. 40 ans plus tard, nombre de ces luttes ont abouti à des avancements certains, dont le droit à la parole publique africaine, en Afrique même et dans le monde. Notre contribution à la plateforme de la conférence de Beijing en 1995, l'élaboration et le vote du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en sont des avancements certains. Le protocole dit de Maputo oblige en effet les États signataires à garantir les droits des femmes, y compris le droit de participer au processus politique, l'égalité sociale et politique avec les hommes, une meilleure autonomie dans leurs décisions en matière de santé et de fécondité, la fin des mutilations génitales féminines, la légalisation de l'avortement, etc., pour n'en énumérer que quelques points saillants. C'est encore malaisé de parler de féminisme. L'opinion publique s'est emparée du genre, mais le concept tel qu'il est utilisé actuellement est devenu aseptisé, apolitique, voire dépolitisé. Alors que le genre est, je cite, un élément constitutif des rapports sociaux fondés sur des différences perçues entre les sexes. C'est aussi une façon première de signifier des rapports de pouvoir, un champ de normes et de pratiques par le moyen duquel le pouvoir est articulé. De John Scott en 1988. Rien n'est plus désespérant que de se demander de quel genre on parle.
S'agit-il d'une critique féministe de nos préoccupations? Et même là, alors que nous étions confortables avec les concepts de rapports sociaux de sexe, à savoir les rapports sociaux entre hommes et femmes, nous sommes aujourd'hui, plus que jamais, bousculés par les dénis, voire les défis de la binarité, homme versus femme, et la critique de l'hétéronormativité qui mène à des débats houleux dans nos sociétés contemporaines. Sommes-nous prêtes à comprendre ces autres sexualités, sans tabou, sans préjugés et sans panique morale, manifestées à grands cris par les associations islamiques au Sénégal en février 2002, après le refus du Parlement de durcir la criminalisation de l'homosexualité et autres actes jugés contre nature. On voit qu'en Ouganda, le gouvernement surcriminalise l'homosexualité. Or, nous avons le droit de questionner, de discuter, d'avoir des convictions et des doutes, en gardant en vue les préoccupations des femmes, en tenant compte de l'âge, de la classe, du niveau d'éducation, des positions idéologiques, culturelles et religieuses. La tâche est complexe. La reconnaissance de la construction sociale des rapports entre les sexes comme variable d'analyse des constructions de la féminité et de la masculinité au-delà du biologique continue de déranger. La recherche sociologique devrait pourtant s'en préoccuper afin de promouvoir plus de justice sociale et de démocratie dans nos sociétés à l'échelle locale et globale. En effet, les relations hommes et femmes ne peuvent-elles pas aussi être inscrites dans une théorie générale de la domination dans lesquelles la domination et résistance sont confrontées dans l'espace public comme privé, comme le montre toute la production féministe en histoire, en sociologie, en littérature ou en sciences. C'est toujours un débat. On retrouve ces débats dans l'histoire de lutte des femmes, inscrite dans celle des nationalismes, portés par des partis politiques, des syndicats et les mouvements de masse, dans les constructions des États, de leurs institutions et de leurs économies de ces années d'indépendance. Leurs discours et leurs actions ont existé comme expression d'expériences historiques locales et nationales face aux diverses formes de domination. Ils ont symbolisé leur résistance face aux pouvoirs locaux, sociaux et ou institutionnels, face aux pouvoirs des États coloniaux, postcoloniaux ou des multinationales. Nous pensons souvent à l'inégalité comme une requête illusoire des féministes occidentales, comme une utopie d'une prétendue universalité. Mais cela nous empêche-t-il pour autant de mesurer ce que nous avons longtemps qualifié, comme chercheuses, de pesanteur de toutes sortes, puis de discrimination et enfin d'inégalité imposées comme normes sociales, culturelles et religieuses. Ces inégalités peuvent être envisagées à 3 niveaux pour leur pertinence. D'abord, le corps féminin, dont il faut discuter, la santé, la sexualité et la fécondité. Une question, à qui appartient le corps des femmes? Un second niveau, c'est le système socio-juridique qui regroupe normes culturelles, code de la famille et autres lois et réglementations. Et enfin, l'organisation politique qui parle de positionnement des femmes dans la prise de décision, de la parité dans les institutions, par exemple. Je pense qu'il est plus qu'urgent de rechercher à quel moment, à quelles occasions, la culture devient source et lieu d'expression des fondamentalismes et se laisse happer par ces dérives, qu'elles soient sociales, morales ou religieuses. Nous avons besoin de connaître notre histoire et nos valeurs sociales, tout en cessant d'essentialiser, c'est-à-dire nous réduire à notre condition féminine qui est d'être enfant, épouse, mère et grand-mère, ancêtre,
qualifiée par Cheikh Hamidou Kane de grande royale, comme il le décrit merveilleusement dans son roman L'aventure ambiguë, publié en 1961. Il nous faut revisiter l'icône féminine et maternelle de Mama Africa, l'Afrique mère, celle des conteurs et des poètes que brandissent nombre de nos interlocuteurs hommes face à nos propos. Ceux-ci avancent toujours le pouvoir de leur mère lors de nos échanges sur les relations hommes-femmes dans la société. Des travaux d'éminents penseurs ont fait la description des systèmes matriarcaux ou des règles de matrilinéarité. Mais que faut-il en retenir pour comprendre la place des femmes dans nos sociétés, la hiérarchie politique des communautés de base, pour l'accès à la terre, pour l'accès aux ressources naturelles ou au pouvoir politique? Quelles en sont encore les influences face aux multiples formes anciennes et contemporaines d'un pouvoir patriarcal résistant bien réel? Nous essentialiser, c'est nous figer dans une identité extraite d'un passé africain. Ceci nous empêche de contester les privilèges réels de la masculinité face à des sociétés qui culturalisent les inégalités entre les sexes, face à des religions patriarcales, islamo-christianisme, qui les fondamentalisent, ou encore à des États qui se disent musulmans et chrétiens, qui les légalisent alors que leur constitution est laïque. Il nous faut interroger je cite, « avant c'était mieux » et faire le tri entre nos différents héritages sociétaux d'avant la colonisation, période qui a ses défis, durant la colonisation et à la post-indépendance de nos conversions à diverses confessions religieuses et spirituelles. Le patriarcat, comme donnée anthropologique universelle, a été largement décrié par la recherche africaine, alors que les mouvements féminins aujourd'hui dénoncent son impact, donc son existence, dans l'analyse des sociétés contemporaines des femmes. Auteur d'Unité culturelle de l'Afrique noire, 1982, Cheikh Anta Diop, théoricien du matriarcat africain, en fait la base de nos sociétés. Je cite, « Le matriarcat n'est pas le triomphe absolu et cynique de la femme sur l'homme. C'est un dualisme harmonieux, une association acceptée par les deux sexes pour mieux bâtir une société sédentaire où chacun s'épanouit pleinement en se livrant à l'activité qui est la plus conforme à sa nature physiologique. Un régime matriarcal, loin d'être imposé à l'homme par des circonstances indépendantes de sa volonté, est accepté et défendu par lui. » Fin de citation. Il y a vraiment matière à discuter. Cheikh Anta Diop établit les principes fondamentaux du matriarcat qui sont l'assurance de la filiation par les femmes, l'hérédité par la lignée utérine, la transmission des droits politiques, etc. D'où un statut éminent des femmes. Diop montre, et je cite, « Le régime matriarcal est général en Afrique, aussi bien dans l'Antiquité qu'à nos jours. Et ce trait culturel ne résulte pas d'une ignorance du rôle du père dans la conception de l'enfant. » Fin de citation. D'où le parallèle que l'on peut faire entre lignage matrilinéaire et patrilinéaire. Enfin, dit-il, les femmes ont occupé une place importante dans les représentations et pratiques religieuses différentes de celles des hommes. Ce sont l'introduction de religions nouvelles, ici islam et christianisme, et l'intervention coloniale qui ont imposé le patriarcat et ses hiérarchies. Pour nous, dans la recherche africaine, la place du matriarcat est, je pense, un débat critique. Le matriarcat nous a dit donner un pouvoir autre que celui de le déléguer aux hommes. Le débat, bien entendu, reste largement ouvert. Nous avons besoin, en Afrique, de cerner et de déconstruire la domination masculine et toutes les autres formes de domination que forge le patriarcat
qui en est la source et en découle. Ces forces de domination peuvent être locales ou mondiales, comme en témoignent les interventions de la mondialisation sur tous nos systèmes socioculturels, économiques et politiques. Il est important de reconnaître que la domination masculine explique de très nombreuses situations d'oppression actuelles. On n'élargit pas les espaces du pouvoir des femmes en niant ceux de l'oppression. Nous avons besoin de reconsidérer, voire de remettre en question les rapports de pouvoir dans la famille, dans le monde politique, dans la société globale. Les combats contre les inégalités contenus dans les codes de la famille ont été significatifs à ce niveau. Je n'en exposerai pas le débat, sauf pour dire que la lutte a été longue et que chaque point gagné est une victoire à préserver, car c'est un défi contre les abus des forces conservatrices. Notre corps est politique, je l'affirme. Il est l'objet de tant de normes, de règles, de réglementations, de tabous et de préjugés. Il est à la fois l'objet de contrôle et de violence que tout le monde trouve normal. Écoutez ou lisez ce qui se dit dans la société à travers les médias, les réseaux sociaux et les autres moyens de communication. J'en prendrai quelques exemples en vrac. La scolarisation des filles. Les scolariser est, reconnaissons-le, une ambition des familles et du politique. Leur scolarisation est en progression selon les chiffres officiels, mais elle bute encore sur bien des obstacles, si ce n'est des discriminations. Scolariser une personne, c'est développer ses capacités intellectuelles et morales vers la connaissance. Mais pour les femmes, c'est aussi leur apprendre le chemin vers la liberté sous tous ses aspects et vers l'égalité. Scolariser, ce n'est pas seulement créer l'autonomie des femmes, mais c'est développer leur pouvoir, empowerment, les former à le gérer, à le renforcer pour leur position dans la famille et en société. Mais diverses contraintes continuent de peser sur elles. Les premières sont liées à des attitudes culturelles qui affectent leur statut et leur rôle dans la famille, qui les empêchent d'accéder à l'éducation et à l'achever dans les meilleures conditions. On rencontre des difficultés dans leur maintien à l'école, les mariages, les grossesses précoces, même si les derniers recensements en Afrique montrent le recul progressif de l'âge d'entrée en nuptialité et en fécondité. Je ne parle pas, bien sûr, de l'âge d'entrée en sexualité. Les conditions matérielles et financières, pauvreté des familles, insuffisance des infrastructures éducatives et précarité du niveau d'enseignement, les manques débouchés vers l'emploi, la préférence masculine à certains emplois et positions, la complexité des tendances d'économie informelle, qui est pourtant la plus grande pourvoyeuse d'emplois et d'activités rémunérées et qui regroupe la majorité des femmes, autant que les diverses crises climatiques, politiques et sanitaires sont des sources de multiples contraintes et discriminations. Nous sommes dans des sociétés où le développement des femmes, bien que ces dernières constituent plus de la moitié de la population, est exalté, mais semble en même temps créer une sorte de panique, sinon de gêne morale, dans la société. On nous félicite très souvent d'être les premières. Et pourtant, il nous est demandé de nous développer, de grandir par la formation, sans pour autant changer et surtout ne pas déranger notre position en société. Malgré les diplômes et les formations, quels qu'en soient les niveaux, il est toujours exigé des femmes de prouver leurs capacités en faisant plus d'efforts, de restreindre leurs ambitions au-dessus de leurs capacités et performances, de subir toutes sortes de préjugés sexistes dévalorisants et d'actes de violence sexuelle qui visent soit à punir leur ambition, soit à casser leur progression, droit de cuissage toujours en vigueur dans les universités africaines et dans le milieu du travail, harcèlement sexuel, viol, etc.
le féminisme a dénoncé toutes ces contraintes. Le féminisme, au fond, nous force à revisiter les liens entre rapports familiaux et rapports économiques. Qui entretient les familles et quel pouvoir en retire-t-on? S'agit-il de l'entretien domestique, de l'entretien économique? Comment jauger et juger les tâches domestiques des femmes? Liggéey, dit-on en wolof, c'est le travail gratuit des femmes, renforce les féministes. Le Code de la famille a fini par le reconnaître dans cette qualification et le compte dans la contribution des femmes au ménage. Mais comment gère-t-on les ressources naturelles dans les familles rurales? Qui est responsable de la location des terres? Qui a accès à la terre? Les tâches sont-elles encore réparties dans les économies selon une répartition, une division sexuelle du travail? Ce sont autant de questions. Nous avons tellement à faire à cause des débats incroyables sur la fécondité et l'exigence de maternité, qui est une valeur morale, religieuse, sublimée de la femme. La maternité, par-delà le besoin d'enfant, est une obligation à la fois sociale et religieuse. On attend des femmes qu'elles en assurent la fonction, jugée naturelle et divine. Le non-désir d'enfant est vécu comme un sacrilège ou comme un égoïsme féminin. Seules les femmes sont poursuivies en cas d'avortement ou de mortalité infantile ou d'infanticide. La femme stérile est incriminée pour ne pas avoir contribué à la fabrication de cette descendance nombreuse qui permet à l'homme d'assurer sa masculinité et d'asseoir son pouvoir social. Ce prestige, d'abord masculin, passe par le corps des femmes, dont la sexualité et la fécondité sont contrôlées par des règles sociales définies dans chaque groupe. Virginité, circoncision, surveillance, dot, mariage, soumission au désir de conjoint, capacité de fécondité, gestion de la fertilité, durée et rituel contraignant du veuvage, tels que coupe des cheveux, habillement spécifique, interdiction de se regarder dans un miroir, réclusion et absence de relations sexuelles, lévéra, sora, etc. Ce devoir de reproduction, lié au devoir conjugal, peut renforcer la subordination des femmes, conditionnées socialement, idéologiquement, religieusement, à assurer la reproduction physique du groupe au prix de leur santé. Ce défaut de reproduction, qu'il s'agisse d'infécondité ou de stérilité, est d'abord imputé aux femmes. Ce sont elles qui s'inquiètent ou sont inquiétées de la stérilité ou de la non-survenue de la grossesse socialement requise. Elles sont critiquées soit directement, soit par des allusions ou des conduites relationnelles spécifiques, angoisse, nervosité, mauvaise humeur. Elles endossent la responsabilité de l'échec et, après le recours à diverses thérapeutiques, laissent un membre de l'entourage ou le médecin aborder le problème avec le mari alors que lui-même est impliqué dans l'infertilité. L'accès contrôlé à la contraception, ce qui est en parfaite contradiction avec le protocole de Maputo de 2004 et d'autres conventions signées par nombre d'États africains, ainsi que la criminalisation du droit à l'avortement, rendent souvent problématique la santé des femmes. Que fait-on des femmes qui subissent des descentes d'organes et des fistules à cause de grossesses répétées? Quel est le sort des enfants qui perdent leur mère, morte de fatigue d'enfanter? Car la santé n'est pas seulement maternelle. On devrait plus s'interroger sur ce qui arrive à la femme en dehors de cette période de fécondité. Quel est le vrai statut de la ménopause? Quel est le chemin pavé de l'autre condition et d'embûches qui mène au statut de grande royale? Il nous a fallu requalifier les actes de violence physique, morale, symbolique et sexuelle autant qu'obstétrico-gynécologique. Les exemples sont multiples dans nos histoires. À cette occasion, les femmes et leurs mouvements, féministes ou non, ont été accusés de remettre en question le droit du mari ou de l'homme, droit culturel et religieux, de battre sa femme ou toute femme
parce que c'est autorisé par la tradition et la religion. N'est-il pas temps de penser les femmes en termes de droits sur la base d'un contrat social qui ne dépend pas d'un texte religieux, mais d'un contrat négocié, arraché sur la base de principes contemporains de justice et de liberté. Les codes de la famille se débattent encore dans leurs principes religieux, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Le discours religieux s'infiltre partout, en politique, en économie, mais surtout en matière de droits des femmes. On a échappé au Sénégal, au début des années 2000, à un retour légal de la charia proposé par un groupe d'associations islamiques qui voulait délaisser le code actuel aux non-musulmans. Le Soudan, comme nombre d'États du Maghreb jusqu'à la Mauritanie, ont fait de l'islam la religion d'État dont les règles influencent surtout les rapports hommes-femmes. Il est difficile, voire hasardeux, de dénoncer ces dernières de peur de déranger un ordre social et sacré, d'être inconvenante, de pécher, d'offenser, voire de blasphémer. Il y a des pays où l'on peut passer en justice pour blasphème, comme en Mauritanie ou au Soudan. Le fondamentalisme culturel et religieux est rampant. Ce que j'appelle fondamentalisme, c'est le supposé retour à la culture et à la religion, dite authentique, et en appliquer les règles alors que le monde change. En conclusion, ce sont nos engagements. Nous devons nous engager à maintenir cette production théorique, car en tant que femmes, nous sommes prises au piège entre les préjugés ordinaires des communautés à notre égard, les argumentaires religieux de soumission, les décisions et attitudes paradoxales du politique, légitimées au nom de la culture et de la religion. Nous devons faire face à leurs défis. Des droits à plus d'égalité et de justice sociale acquis de haute lutte au niveau local, national et international par le mouvement des femmes sont comme des espèces en danger, cap subvertis par la remontée des fondamentalismes d'ordre divers. Aucune révolution culturelle, aucun retour aux sources et à l'authenticité ethnique, religieuse ou nationale revendiquée par les groupes qui s'en réclament ne saurait légitimer la persistance imprégnée d'idéalisation de plusieurs valeurs dites traditionnelles ou ancestrales porteuses de graves discriminations et d'inégalités. C'est un immense défi pour les femmes qui ont entériné culturellement et religieusement le discours patriarcal ou celui de la domination masculine, de les remettre en question. C'est une tâche immense pour les féministes de les en sortir, pour transformer notre monde d'inégalité et transformer le regard et le discours masculin qui domine la scène politique pour comprendre et porter les mutations nécessaires en cours en Afrique et dans le monde. Je vous remercie.